Bonjour à tous, c'est Romane, psychologue spécialisée en thérapie cognitive, comportementale et émotionnelle. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast où l'on parle de santé mentale, de bien-être et de tous ces sujets qui façonnent notre quotidien, nos pensées et nos émotions. Aujourd'hui, je vous propose d'explorer un sujet sensible, souvent banalisé, mais pourtant très très présent dans le quotidien de beaucoup de personnes, la consommation d'alcool. C'est un sujet que j'ai choisi aujourd'hui pour ce podcast parce que c'est un sujet qui revient très fréquemment au sein de mon cabinet. Pourtant, ce n'est pas le motif de consultation primaire que je vais avoir de la part de mes patients. C'est-à-dire que mes patients ne vont pas forcément consulter pour une problématique alcoolique ou pour une problématique de consommation, mais au cours de la prise en charge, certains et souvent, certains ou certaines de ces personnes vont me demander, vont se questionner sur leur consommation d'alcool et vont me demander si le fait de ne pas boire la semaine, mais le week-end d'avoir besoin de boire beaucoup pour se détendre ou pour se changer les idées, si ce phénomène-là est un problème, si c'est questionnant, si c'est justement une forme d'alcoolisme. Et donc c'est vraiment une question qui est récurrente au cours de mes prises en charge. Donc c'est un phénomène que je constate beaucoup chez mes patients qui souffrent de troubles anxieux et qui vont vraiment se questionner sur leur consommation, que ce soit d'alcool ou autre, ou de café, etc. Et souvent, en fait, ils vont vraiment chercher l'apaisement, la désinhibition et aussi le lâcher-prise dans la consommation d'alcool. Et même s'ils n'en consomment pas la semaine, ils vont se questionner justement sur cette consommation du week-end, par exemple, cette consommation festive, qui peut parfois être très attendue tout au long de la semaine. Alors aujourd'hui, on va prendre le temps de poser les choses calmement à ce sujet, avec rigueur, mais toujours comme dans tous les podcasts, en tout cas je l'espère, sans jugement. On va parler des repères scientifiques, donc qui quantifient et qui qualifient, enfin qui définit l'alcoolisme ou la dépendance à l'alcool. On va parler de normes sociales, de signes aussi qui doivent alerter, et surtout de ce qu'on peut faire quand on commence à se poser ce type de questions, quand on commence à questionner sa consommation d'alcool. Alors pour commencer, il faut rappeler que l'alcool, c'est une norme sociale qui est bien française. C'est très ancré dans la culture française de consommer de l'alcool et c'est souvent associé à la fête, à la convivialité, à la gastronomie. Il y a même, je dirais même une certaine fierté au niveau national autour de l'alcool, comme par exemple autour du vin, autour de la bière, autour du champagne. Et pourtant, cette normalisation et même cette valorisation de l'alcool et de la consommation d'alcool, elle peut masquer des conduites à risque qui posent problème. Selon le baromètre de Santé publique France, en 2021, 87% des plus de 18 ans avaient consommé de l'alcool au cours des 12 derniers mois. Donc à la fois, ça peut pour certains paraître tout à fait banal, mais c'est un chiffre qui est quand même très significatif. C'est-à-dire que sur 100 personnes de plus de 18 ans, 87 ont consommé de l'alcool au cours des 12 derniers mois. Donc ça implique que remettre en question sa consommation peut vite apparaître comme excessif, voire décalé, puisque la majeure partie des gens qui vous entourent consomment de l'alcool assez fréquemment. Et puis, en France, on a aussi cette idée un peu tenace qu'il y a deux catégories, ceux qui boivent normalement et les alcooliques. Mais c'est comme si finalement entre ces deux catégories, c'est comme s'il y avait une zone grise, une zone un peu floue, mais qui finalement, cette zone peut être bien plus fréquente et bien plus problématique qu'on peut ne le penser. Donc pour vous donner quelques repères de consommation, les recommandations officielles par rapport aux autorités de santé et toutes ces grandes instances, les recommandations officielles, elles sont assez claires. Les autorités de santé recommandent de consommer pas plus de 10 verres par semaine, pas plus de 2 verres par jour et d'avoir
impérativement des jours sans alcool chaque semaine. Un verre standard, c'est pas une pinte de bière, hein, d'accord? C'est pas un demi-litre de bière. Un verre, quand on dit 10 verres par semaine, ça contient environ 10 grammes d'alcool pur. Donc pour vous donner un peu un ordre d'idée, j'ai regardé ce que ça représentait 10 grammes d'alcool pur parce que j'avoue que j'arrivais pas trop à me rendre compte. Mais du coup, quand on parle de verre standard, on parle d'un verre de vin de 10 à 12 centilitres à 12 degrés. Donc un demi de bière, donc 25 centilitres à 5 degrés maximum, ou une dose d'alcool fort, c'est-à-dire 3 centilitres à 40 degrés. Donc il faudrait, parce que bon là je sors un peu ces chiffres, mais pour vraiment se rendre compte de ce que ça représente, il faudrait vraiment prendre un comment ouais, une mesure en fait d'alcool et regarder ce que ça fait dans un verre 10 centilitres de vin, 25 centilitres de bière ou 3 centilitres d'alcool fort pour vraiment identifier et se mettre en tête ce que ça représente parce que certains vont prendre 10 bières par semaine mais vont prendre 10 pintes par semaine. Donc c'est pas ce qui est recommandé. C'est important d'être au clair là-dessus sur ces recommandations. Quand on dépasse ces repères, les autorités de santé vont parler d'usage à risque. C'est pas encore de la dépendance, pas systématiquement. Enfin, après, ça va se définir avec un professionnel de santé et en fonction de votre consommation. Mais en tout cas, ce sont des quantités suffisantes pour entraîner un impact sur la santé à long terme. Donc, si vous dépassez ces recommandations, si vous vous reconnaissez là-dedans, donc plus de 10 verres standards par semaine, plus de 2 verres par jour ou pas de jour sans alcool dans la semaine, eh bien on peut supposer, et en tout cas c'est même plus que supposer, on peut affirmer que votre consommation d'alcool a un impact sur votre santé sur du long terme. En tout cas, va avoir un impact sur votre santé sur du long terme. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle le binge drinking. Ça s'appelle aussi biture express. C'est le fait de boire 6 verres ou plus en une seule consommation. Donc ça, c'est très fréquent, hein, très présent chez, bah, j'allais dire chez les jeunes, les jeunes, mais en fait, je me dis que on n'est plus si jeune à 30 ans et pourtant ça m'arrive de voir autour de moi des gens même de plus de 30 ans hein, qui vont avoir ce type de consommation. Mais en tout cas, c'est souvent présent le week-end ou lors des moments festifs. Et c'est le fait de consommer plus de 6 verres d'alcool en une seule occasion. Donc par exemple, plus de 6 verres lors d'un repas de famille, plus de 6 verres lors d'une soirée, plus de 6 verres dans un bar un soir après le boulot. Et là, on parle donc de binge drinking. Donc ça, c'est vraiment une notion aussi qu'on va évoquer plus tard. Donc c'est important de connaître la définition. Pour être clair sur les troubles de l'usage de l'alcool, je vais me référer, et je vais vous les donner bien sûr, mais je vais me référer aux critères diagnostiques du DSM-5. C'est possible que je vous ai déjà parlé du DSM-5 précédemment dans d'autres podcasts. En tout cas, c'est notre manuel diagnostique de référence dans le champ de la psychiatrie. Et donc, dans le DSM-5, le trouble de l'usage de l'alcool va être défini à partir de 11 critères. Il suffit d'en remplir au moins 2 sur les 11 sur une période de 12 mois pour que le diagnostic donc, de trouble de l'usage de l'alcool soit posé. Donc, je vais vous citer quelques-uns des critères. Donc, on a par exemple boire plus ou plus longtemps que prévu, essayer de réduire sans y parvenir, avoir des difficultés au travail, dans sa vie sociale ou familiale à cause de l'alcool, renoncer à des activités importantes à cause de l'alcool, continuer à boire malgré des problèmes de santé ou malgré un impact dans les relations que la consommation d'alcool génère, ressentir un craving, c'est-à-dire une envie impérieuse, irrépressible de consommer et attendre en fait le moment de consommation avec impatience. Et justement aussi, quand on disait tout à l'heure renoncer à des activités importantes, c'est organiser sa vie aussi, ou en tout cas ses projets ou ses activités en fonction de la consommation d'alcool. Le premier critère, hein, boire plus ou plus longtemps que prévu, c'est par exemple quand on va se dire allez ce soir je bois qu'un verre et puis on finit à en avoir bu 5 ou 6,
ou à l'inverse, bon allez, je bois pas pendant une semaine et puis j'ai été invitée chez Marc et puis j'ai bu 3 bières alors que c'était pas prévu. Ça peut être ça par exemple. Et dans le DSM, on a aussi la notion de gradation, c'est-à-dire qu'on va parler de troubles de l'usage d'alcool léger lorsqu'on remplit 2 à 3 critères, modéré lorsqu'on remplit 4 à 5 critères, sévère lorsqu'on remplit 6 ou plus des critères. Et si vous voulez tous les critères du DSM-5, comme d'habitude, n'hésitez pas à me le demander, soit en commentaire, soit par message. Et puis, bien sûr, je publierai les critères diagnostiques du trouble de l'usage, mais c'est pas tant le motif du podcast, donc je vais pas vous ennuyer avec ça pour l'instant. Ce qui est intéressant finalement dans ces critères, c'est que beaucoup de personnes remplissent certains de ces critères, en tout cas 2 ou plus durant les 12 derniers mois, sans être forcément conscientes qu'il s'agit d'un trouble. Et en fait, c'est ce décalage-là qui contribue au déni, voire à la banalisation des troubles de l'usage de l'alcool. C'est-à-dire que, comme on le disait dans l'introduction, l'alcool aujourd'hui est tellement culturellement admis, valorisé en France, que répondre à des critères diagnostiques de troubles de l'usage de l'alcool, c'est presque normal. Et puis en fait, on se dit, bah oui, mais 87% des Français de plus de 18 ans ont consommé de l'alcool, donc c'est bon, je suis dans la norme. Sauf que c'est pas une norme vraiment saine, en tout cas, pour laquelle se référer. J'entends souvent au cabinet, d'ailleurs, je bois que le week-end, donc est-ce que je suis alcoolique? Et puis après, quand on questionne, c'est je bois que le week-end, mais j'en ai vraiment besoin. C'est-à-dire, j'attends le week-end pour consommer, je sais que ça va être un bon moment, je sais que ça va me détendre, je sais que ça va me faire du bien. Donc c'est vraiment le besoin, finalement, consommer de l'alcool, c'est vraiment un besoin pour relâcher la pression, pour des fois, chez certaines personnes, se sentir vivant. Ou sinon, des fois, et ça c'est vraiment commun chez certains de mes patients, pour sortir de l'hyper-contrôle de la semaine. Comme je vous le disais, hein, moi j'observe surtout des troubles de la consommation ou de l'usage de l'alcool chez mes patients anxieux. Alors encore une fois, on ne parle pas forcément de dépendance, mais en tout cas, il y a une consommation parfois qui n'est pas adaptée. Et c'est souvent pour sortir un peu de ces pensées ruminatives, anxiogènes, de sortir de cet hyper-contrôle de la semaine où on doit gérer tout un quotidien, on doit gérer la charge mentale dont on a parlé dans le premier podcast de ma chaîne des mots sur des mots. Enfin, voilà, il y a toutes ces injonctions, toutes ces anxiétés qui peuvent être tellement pesantes et présentes que les personnes peuvent, le week-end, ressentir ce besoin de lâcher prise, de sortir des pensées, d'arrêter de vouloir tout contrôler, de relâcher la pression et donc de consommer de l'alcool. Il y a aussi des fois le besoin de se désinhiber, quoi, de se lâcher et donc d'enlever un peu les barrières, les peurs du jugement, etc. Et ça peut passer également par la consommation d'alcool. Et même sans usage quotidien de l'alcool, oui, pour répondre à beaucoup de questions, il peut y avoir une forme de dépendance psychologique ou comportementale, même lorsqu'on ne consomme pas de l'alcool quotidiennement. Et ça, c'est très souvent ce que j'explique aux patients qui se posent cette question au cabinet et qui me disent ouais mais j'ai fait le dry January, j'ai pas bu d'alcool du tout sur le mois de janvier, j'ai pu faire un mois sans alcool, j'ai pu faire une semaine sans alcool. Donc on parle pas forcément de dépendance à la substance, auquel cas un sevrage radical pourrait être très violent, voire très dangereux. On peut faire un délirium très mince, enfin il peut y avoir beaucoup de complications. Mais c'est pas parce qu'on consomme pas tous les jours et c'est pas parce qu'on peut s'arrêter que on n'est pas dépendant psychologiquement, voire comportementalement, à l'alcool. C'est-à-dire qu'on peut anticiper le moment où on va pouvoir boire, on va y penser quand on est dépendant, donc psychologique ou comportemental. On va avoir cette anticipation du moment où on va pouvoir boire, on va y penser, on va se dire yes, c'est bientôt vendredi, je vais pouvoir aller boire l'apéro avec les copains. On va y penser souvent et surtout, on va avoir du mal à faire autrement. C'est-à-dire que quand on va vous dire ben non, tu peux pas consommer ou non, tu as des antibiotiques, faut pas que tu boives de l'alcool, ça va être très difficile de se canaliser ou de faire autrement. Ou alors quand on va avoir le choix entre aller boire l'apéro avec les copains ou faire autre chose, ben finalement c'est vite l'apéro qui va l'emporter justement pour pouvoir consommer.
Comme d'habitude, je vous fais un petit point aussi vraiment littérature. Il y a des études, hein, il y en a beaucoup qui ont évalué les troubles de l'usage de l'alcool chez les jeunes, chez les adultes, etc. Et une étude de Kunch et compagnie, qui date de 2017, a montré que les binge drinkers, donc vraiment ceux qui vont consommer plus de 6 verres en une seule occasion, hein, je vous rappelle la définition, donc ces personnes-là qui vont consommer plus de 6 verres euh, en une seule occasion le week-end vont présenter souvent des difficultés importantes à réguler leurs émotions, vont présenter aussi une impulsivité plus forte que chez d'autres personnes, ou vont avoir et vont avoir un passif de stress chronique. Donc ça montre bien cette idée que la consommation excessive du week-end, donc quand on va vraiment binger beaucoup d'alcool, donc consommer une grande quantité d'alcool le week-end, ça traduit en fait des fois des troubles psychiques qui sont sous-jacents comme de l'anxiété, de l'impulsivité, de la dysrégulation des émotions. Et il y a vraiment cette dépendance à l'alcool pour gérer justement ces difficultés psychiques. Et puis il y a aussi parfois une codépendance à l'environnement social. Ça, j'en ai beaucoup parlé avec quelques-uns de mes patients qui m'ont aussi un peu inspiré pour les podcasts sur l'anxiété générationnelle de la génération 90, enfin 80-90. En fait, le fait de boire, ça va aussi être associé à des moments sociaux. On va boire avec les autres. On va des fois devoir, enfin, certaines personnes vont avoir besoin de boire pour se sentir à l'aise avec les autres. Certaines vont avoir du mal justement à s'amuser, à, à être pleinement eux-mêmes sans alcool. Donc vont dire, bah moi je peux pas danser si je bois pas, je peux pas faire la fête si je bois pas. Et donc en fait ça va renforcer la dépendance justement à l'usage de l'alcool dans des contextes bien précis. Par exemple dans les moments festifs, dans les moments sociaux, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que même en quantité socialement acceptable, l'alcool, elle peut avoir des effets significatifs. Ça, beaucoup de gens le savent, mais beaucoup de gens le rejettent aussi. C'est pas, enfin, je sais pas si on peut parler de déni, mais c'est comme les gens qui fument et qui disent ouais, mais je suis en bonne santé, il n'y a pas de souci. Oui, mais fumer, aujourd'hui, tous les spécialistes, que ce soit cardiologues, pneumologues, dermatologues, tous les spécialistes, urologues, vont dire que la pire chose que vous pouvez faire pour votre santé, c'est fumer. Mais pourtant, les gens vont quand même continuer de fumer en ayant conscience ou pas des conséquences que ça va avoir sur eux. Et ben l'alcool, c'est pareil, sauf qu'aujourd'hui, on a moins cette tendance à étiqueter l'alcool à des effets significatifs sur notre santé que la cigarette. Pourtant, il y en a. Donc l'alcool, elle va avoir des effets très importants sur le sommeil. Et ça, pareil, comme je l'ai dit dans des podcasts, je crois que c'était sur celui des écrans, le précédent podcast sur les écrans et l'impact sur le cerveau. Le sommeil, c'est notre pierre angulaire d'une. Enfin, c'est vraiment le point le plus important pour être en bonne santé. Si notre sommeil est de mauvaise qualité, n'est pas réparateur, on peut forcément accroître significativement le risque de développer des troubles psychiques ou des troubles physiques. Donc là, l'alcool, pour le coup, il va totalement déstructurer notre sommeil. Ça va avoir un impact significatif sur l'anxiété, sur l'humeur, sur la qualité de nos relations et bien évidemment des conséquences très importantes sur la santé physique, le foie, le cœur, les reins. On peut aussi, ça va augmenter aussi le risque de cancer, œsophage, cancer du sein, etc. Après, c'est pas ma spécialité, la santé physique, donc je m'attarderai surtout sur les conséquences au niveau psychique. Mais la plupart des patients qui consomment de l'alcool le disent, sur le coup, ça fait du bien, mais le lendemain, c'est une catastrophe. Le lendemain, c'est le moral dans les chaussettes, des troubles de l'humeur, des idées noires, des recrudescences de l'anxiété, voire des attaques de panique. Et surtout, ça vient vraiment altérer la qualité des relations. Relations familiales, relations amicales, etc. Donc, certes, l'alcool peut avoir cet effet antidépressif ou de désinhibition sur l'instant, mais il peut aggraver les troubles anxieux et dépressifs sur du moyen long terme. Et pourtant, comme je le dis, hein, souvent, il est utilisé pour contrer ces troubles psychiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'alcool, il agit directement comme un dépresseur du système nerveux central. Donc forcément, il va impacter
tout ce qui est trouble de l'humeur, trouble anxieux, etc. Alors pourquoi c'est si dur de questionner l'alcool? Il y a plusieurs raisons pour ça. La première, c'est la dissonance cognitive. J'en parle souvent de cette fameuse dissonance cognitive, mais c'est l'idée de se percevoir comme quelqu'un d'équilibré. Donc moi je suis quelqu'un d'équilibré, je travaille du lundi au vendredi, j'ai un salaire, j'ai des enfants, j'ai je sais pas une situation stable. Donc je peux pas être concernée par l'alcoolisme. C'est l'alcoolisme, c'est les gens qui sont instables, c'est les gens qui n'ont pas de situation. Moi ça va. C'est ça la dissonance cognitive. L'autre, ça peut être aussi la comparaison sociale. Non mais regarde, je suis pas alcoolique, je bois pas le matin comme mon grand-père, donc ça va, je suis pas alcoolique. Ou non mais je suis pas alcoolique, regarde un tel tous les samedis soirs il se prend des grosses cuites, regarde moi j'en suis pas là, moi je bois une fois de temps en temps, donc je suis pas alcoolique. Ou sinon aussi, l'autre image, c'est l'image que le non-buveur, donc celui qui ne consomme pas d'alcool, est quelqu'un de coincé, de pas drôle, de pas fun. Euh, Moi personnellement, par exemple, je consomme pas d'alcool, mais ma soeur non plus, j'ai des amis très très proches qui n'en consomment pas non plus. Eh ben, je pense que tous, on a déjà vécu plus d'une soixantaine de fois, et encore, je pense qu'on est gentil en disant soixantaine de fois en soirée, ah bon, tu bois pas, mais pourquoi? Bah, je savais pas qu'il y avait une raison pour ne pas boire. Et l'autre question, c'est mais pourquoi? Mais du coup, tu t'amuses, mais t'es coincé, oh, t'es pas drôle, oh là là. Enfin, je pense qu'on a tous les non-buveurs ont toujours été exposés à ce genre de commentaires. Et enfin, pourtant, on a nos raisons ou pas nos raisons, mais en tout cas, on a le droit de faire le choix de ne pas consommer d'alcool. Et j'ai envie de dire, c'est presque plus sain que de consommer à outrance de l'alcool. Mais tout comme nous, on va pas juger les gens qui consomment, à l'inverse, les consommateurs vont souvent juger les non-consommateurs. Et ça questionne aussi, parce que du coup, je me dis des personnes qui vont être un peu plus vulnérables, un peu plus fragiles, ou qui vont vouloir être socialement acceptées, vont parfois, et même souvent, se forcer à consommer une substance qu'elles n'ont pas envie de consommer pour ne pas être jugées, pour ne pas se sentir rejetées, mais pour pas non plus paraître coincées ou pas fun ou pas drôle. Et c'est vraiment dommage d'en arriver là aujourd'hui, de se dire l'alcool c'est quand même une substance qui est nocive de base, c'est une substance aussi qui est souvent associée à des troubles de l'usage, mais pourtant aujourd'hui on valorise plus le fait de consommer cette substance que de ne pas la consommer. Et donc ça, forcément, ça questionne et ça amène aussi les jeunes, les plus jeunes, à tester une première fois l'alcool. Et puis, parfois, on va repousser les limites de ce qu'on appelle un problème jusqu'au moment où la santé, les relations commencent vraiment à en souffrir, c'est-à-dire qu'on va vraiment nier le problème, lutter contre cette réalité-là, jusqu'au jour où on va avoir des problèmes de santé, des problèmes au foie, des problèmes à l'œsophage ou d'autres troubles physiques, ou voire même vraiment des passages à l'acte, parce que la plupart des passages à l'acte hétéro-agressifs ont lieu sous la consommation d'alcool. Et je sais plus pour les féminicides, en tout cas je sais plus pour les violences conjugales, ou en tout cas ou même les violences faites aux femmes, mais je crois qu'il y a aussi un énorme indicateur, il faudrait que je regarde et que je vous mette en commentaire ces études, mais je me rappelle avoir lu qu'il y avait vraiment une énorme corrélation entre la consommation d'alcool et les passages à l'acte hétéro-agressifs, voire même auto-agressifs aussi. Alors, que faire si vous vous posez des questions par rapport à votre consommation d'alcool? D'abord, commencez par observer vos habitudes. Essayez de voir quand est-ce que vous buvez. Essayez de voir dans quel état vous êtes avant de consommer. Est-ce que vous buvez pour vous soulager, pour vous calmer, pour vous apaiser, ou est-ce que vous buvez dans un contexte avec raisonnabilité, etc. Essayez de voir avec qui vous buvez. Est-ce que ça vous arrive de boire tout seul ou toute seule? Est-ce que vous buvez seulement quand vous êtes accompagné? Essayez aussi de questionner vos habitudes, comme je le disais. Est-ce que vous vous empressez de sauter sur toutes les occasions qui vous inviteront à consommer? Par exemple, si vous refusez de consommer seul, mais que vous faites toujours tout pour voir des amis pour consommer de l'alcool, là aussi on peut se questionner, parce que c'est une bonne chose de ne pas boire seul. Par contre, si du coup vous compensez en invitant toujours des copains à la maison pour vous ouvrir une bière ou n'importe quel autre alcool, là aussi on peut se dire, ah oui, on est dans la dépendance, encore une fois, psychologique, comportementale, voire peut-être même de la substance.
On peut faire un test simple, on peut faire le test Audit-C, donc AUDIT-C. C'est un bon outil d'auto-évaluation déjà pour voir si. Bon, c'est un test qui est très facile, mais ça peut vous permettre déjà de vous auto-évaluer et de voir si oui ou non votre consommation est à questionner et à remettre en question. Ensuite, essayez déjà de réduire ou d'imposer des périodes sans alcool pour voir ce que ça génère chez vous. Est-ce que vous observez une augmentation de vos troubles de régulation émotionnelle? Est-ce que vous observez un changement dans votre humeur? Ou à l'inverse, si c'est un changement positif, hein, ça peut aussi des fois avoir un vrai impact positif et auquel cas ça peut vous aider et vous renforcer dans la diminution ou dans l'arrêt de la consommation. Vous pouvez évidemment aussi vous faire comme le défi du mois de janvier, le mois sans alcool. Il y a beaucoup de mes patients qui le font hein, quand même et qui disent mais bon je pense pas être alcoolique parce que voilà je peux me passer pendant un mois et oui donc là on a une preuve qu'il n'y a pas forcément de substance de dépendance à la substance puisqu'il y a la possibilité de se sevrer pendant un mois mais comme je le disais ça n'écarte pas la dépendance psychologique ou comportementale. Et puis, surtout, toujours le dernier conseil et le plus important, ne restez pas seul. Si vraiment vous vous questionnez ou si vous savez même que vous avez un trouble de l'usage de l'alcool, ne restez pas seul. Il y a plein de professionnels spécialisés qui peuvent vous aider. Médecins généralistes, addictologues, infirmiers libéraux, psychologues. Enfin, vraiment, on est nombreux à être mobilisés par rapport à ça. On n'est pas tous compétents dans la prise en charge des addictions. Mais au moins, on saura, par exemple, un médecin est formé, mais n'est pas toujours hyper à l'aise avec ça, mais lui, il saura vous réorienter vers un centre d'addictologie ou vers un psychologue, où il saura vous aider justement dans ce questionnement et dans la diminution, si besoin, de consommation. Il existe aussi des applications, notamment Try Dry, c'est donc TRY plus loin DRY, ou des services par exemple comme Alcool Info Service qui peuvent aussi vous aider pour questionner, pour prendre conscience de votre consommation, consommer avec intelligence, essayer de voir si effectivement votre consommation est problématique ou pas. Donc par exemple Alcool Info Service, je peux vous mettre le numéro en commentaire, mais si vous voulez c'est 09 80 98 09 30. Et pareil, vous pouvez me redemander le numéro en commentaire, sinon j'essaierai de le mettre si j'y pense. En tout cas, voilà, il n'y a pas besoin, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir touché le fond pour s'autoriser à faire le point sur sa consommation d'alcool. Attention aussi, je ne suis pas en train de dire que si vous consommez tous les week-ends beaucoup d'alcool, vous êtes alcoolique. Hein, c'est pas ce qu'on dit. Vraiment, rassurez-vous aussi, mais en tout cas, il peut y avoir un trouble de l'usage et c'est toujours bon de se questionner sur ce genre de pratique. Donc, c'est ok de s'autoriser à faire le point, de se questionner sur sa consommation. Vous pouvez vous interroger, c'est déjà faire preuve de lucidité, c'est aussi faire preuve de courage dans une société, comme je le disais, qui valorise vraiment et qui renforce la consommation de l'alcool. Il faut savoir que l'alcool, c'est ni bon ni mauvais en soi, sauf justement lorsque c'est mal consommé. Donc l'alcool, jusqu'à preuve du contraire, c'est pas non plus c'est pas bon. Enfin, on sait que c'est pas quelque chose qui est à surconsommer, mais on sait aussi que si vous consommez de temps en temps un verre de vin sans excès et comme je vous le disais selon les recommandations, c'est pas hyper dangereux. Mais attention, encore une fois, quand je parle de verre, je parle de verre standard et qui suivent les recommandations de la Haute Autorité de Santé que j'ai évoquées plus haut. En tout cas, l'alcool, ça peut être un signal de fatigue, de solitude, de stress, un signal d'épuisement, un signal de manque de lien, de manque de confiance ou même de manque de plaisir. Et si vous dépendez de l'alcool pour vous amuser, pour vous sentir bien dans votre corps, pour être socialement à l'aise, questionnez-vous et n'hésitez pas à vous tourner vers un psychologue pour parler de ça avec lui. Ça peut se travailler autrement que justement par la consommation d'alcool. Donc si ce podcast vous a fait réfléchir, s'il vous questionne du coup sur votre propre consommation, c'est peut-être le bon moment pour vous d'entamer un dialogue avec vous-même ou même avec un professionnel ou de commencer, comme je le disais, à vous interroger sur votre consommation, à faire un point et voilà, éventuellement, si besoin, à vous tourner auprès d'un professionnel, que ce soit votre médecin traitant, un infirmier libéral, un psychologue, un addictologue, en tout cas,
pensez à toujours faire le point lorsque vous observez que certaines choses peuvent être inadaptées ou questionnantes. Je vous remercie une fois de plus pour votre écoute de ce nouvel épisode de podcast. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me faire des retours, à le commenter, à me poser vos questions en commentaire ou sinon à le partager à vos proches. Tout le monde peut être concerné par ce type de problématique, donc n'hésitez pas à partager généreusement ce podcast. Je vous souhaite une très belle fin de journée ou une très belle journée. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour un prochain épisode.